On l'a souvent prise pour un homme par habitude, mais aussi parce qu'elle est tellement discrète qu'on ne sait pas qui est Fred Vargas, ou plutôt si, sous ce pseudonyme intrigant, se révèle Frédéric Audouin-Rousseau, scientifique de haut niveau, archéozoologue, médiéviste, chercheuse au CNRS qui s'est imposée comme l'une des plumes les plus originales du roman policier contemporain. Mais Fred Vargas ne se contente pas d'écrire des polars. Elle a réinventé le genre à part entière. Elle a appelé ça le rom-pol. Nous parlerons évidemment tout à l'heure, où l'enquête se part de poésie, d'humour, d'onirisme, d'un souffle littéraire rare, bien loin des clichés du roman traditionnel. Dans l'univers de Vargas, le crime n'est jamais un simple prétexte à la résolution d'une énigme. Ces intrigues, souvent nourries de mythes, de légendes, de croyances ancestrales, plongent le lecteur dans une atmosphère brumeuse, à la frontière du merveilleux et du quotidien. Loin du réalisme sombre, du roman noir traditionnel, Fred Vargas insuffle à ses récits une lumière singulière, faite de dialogues décalés, de personnages profondément humains, à commencer par le célèbre commissaire Adamsberg, et d'une attention toute particulière et constante à la singularité et à la psychologie de chacun. Fred Vargas, c'est donc bien plus qu'une auteure à succès traduite dans le monde entier. C'est une créatrice d'univers, une conteuse moderne qui renouvelle le polar en y injectant la magie de l'histoire, la fantaisie du rêve et la force des émotions vraies. Plongeons maintenant dans le monde de Fred Vargas. Fred Vargas, c'est d'abord une naissance en 1957 à Paris, dans un foyer qui respire l'art, la réflexion, l'intelligence comme une seconde nature. Fille d'un écrivain et d'une chimiste, sœur jumelle d'une artiste, elle grandit dans cet univers très parisien où la curiosité intellectuelle est une évidence. Après des études d'histoire à la Sorbonne, elle se tourne vers une discipline assez peu connue, l'archéozoologie, une science singulière qui interroge les ossements d'animaux pour mieux comprendre les sociétés médiévales. Pendant 15 longues années, elle mène de front une carrière exigeante de chercheuse au CNRS et arpente les strates du passé avec une rigueur scientifique et une curiosité qui lui restera tout le temps. En 1986, cependant, elle ressent l'impérieux besoin de création littéraire. C'est dans l'écriture, confiera-t-elle plus tard, qu'elle trouve un exutoire aux tensions du réel, une échappée belle de la fiction et de l'imaginaire pour sortir d'un monde trop rigoureux et trop sombre. Fred Vargas commence à écrire pour, dit-elle, se reposer, pour se délasser de la rigueur scientifique et s'offrir un espace de liberté où l'invention et le jeu prennent le pas sur la méthodologie et sur la preuve. Son premier roman policier que je vous conseille, Les Jeux de l'amour et de la mort, j'avouerai qu'il y avait tout pour me plaire, naît ainsi dans l'urgence du besoin de rêver, de s'évader et de raconter. Le livre est couronné par un prix, celui du premier roman du festival de Cognac, qui salue d'emblée et d'une voix unanime une nouvelle ère du roman polar français, quelque chose de nouveau, de singulier et, malgré les horreurs qui sont racontées, de frais. Pour signer cette double vie, elle choisit de prendre un pseudonyme, ce sera Fred Vargas, Fred pour Frédéric, Vargas, en hommage à sa sœur jumelle, Jo, et à Maria Vargas, l'héroïne flamboyante incarnée par Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus.
Un nom de plume qui sonne comme une promesse d'aventure et de mystère, à l'image d'un univers qu'elle s'apprête à déployer entre érudition, fantaisie, poésie et acuité. La force de Fred Vargas, c'est d'abord ce talent rare pour donner vie véritablement. On a l'impression qu'il s'anime à des personnages d'une crédibilité saisissante. Ils semblent s'échapper du roman pour vivre leur vie autonome et venir hanter notre propre imaginaire. Au fil de son œuvre, elle tisse de véritables familles littéraires où l'on retrouve roman après roman des figures qui nous deviennent familières et qu'on attend presque d'un roman à l'autre. Elles nous deviennent intimes. Plus emblématique d'entre eux, bien évidemment, c'est le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, enquêteur lunaire, intuitif, insaisissable, dont les méthodes sont absolument déconcertantes et elles laissent perplexes autant ses collègues que les lecteurs. Mais il n'est pas tout seul et autour de lui gravite tout un cortège de personnages récurrents auxquels on s'attache, à commencer par le fidèle Danglars, encyclopédie vivante, compagnon de route indispensable, bien abîmé par la vie, mais toujours sur pied. Ou encore la fantasque Retencourt, une force tranquille et discrète. Ce qui frappe quand on lit du Vargas, c'est la manière dont chaque roman s'inscrit dans une continuité, tout en proposant une intrigue totalement autonome et singulière. On peut lire n'importe quel Vargas dans n'importe quel sens, peu importe, mais aussi on peut les lire par ordre de sortie. Les enquêtes d'Adamsberg, par exemple, nous entraînent tour à tour dans les ruelles d'un Paris menacé par la peste, sur les traces d'un loup dans les Alpes, ou encore au cœur des légendes médiévales qui ressurgissent dans le présent. D'un livre à l'autre, des liens entre les personnages se tissent et se resserrent, leurs failles s'approfondissent, leurs histoires personnelles s'entrelacent avec des mystères de plus en plus profonds à résoudre. Loin d'un simple procédé pour fidéliser le lecteur, cette récurrence crée une vraie complicité avec les lecteurs qui retrouvent à chaque fois une atmosphère, un ton, une humanité qui leur sont devenus familiers, mais qui sont placés dans un univers tout à fait différent et tout à fait autonome. Alors, dans la série des Adamsberg, on a en 1991 L'homme au cercle bleu, première apparition de Jean-Baptiste Adamsberg et de son équipe atypique. Puis en 1999, on a un temps un petit peu plus, L'homme à l'envers, road movie montagnard, humour, tension, qui est considéré par la critique comme un tournant dans la carrière de Vargas. 2001, ce titre vous parlera certainement, Part vite et revient tard, dont l'adaptation cinématographique par Régis Varnier a contribué en 2007 à accroître le succès de l'autrice. 2004, Sous le vent de Neptune, roman pivot, bouleversement autour du commissaire, mais je ne vous en dis pas plus. 2006, Dans les bois éternels. 2008, Un lieu incertain. 2011, sans doute un de mes préférés, L'Armée furieuse. Et 2015, Temps glaciaire. Quand sort La Recluse, second préféré ou ex aequo avec L'Armée furieuse en 2017 et tout dernièrement Sur la dalle en 2023. Tout cela ont été adaptés à la télévision. Mais Vargas ne se limite pas à Adamsberg. Elle invente aussi d'autres tribus, d'autres familles, comme celle des évangélistes. Ces trois historiens farfelus et leur ex-flic de tonton, qui forment un quatuor d'enquêteurs aussi attachant qu'improbable. Là encore, la magie opère. Chaque personnage, même le plus secondaire, est doté d'une épaisseur, d'une voix propre, d'un passé qui affleure et qui intrigue de plus en plus. Parmi
cela. Debout les morts en 1995, j'ai adoré. 3 historiens marginaux qui enquêtent avec l'ex-flic Van Dussler. 1996, un peu plus loin sur la droite. 1997, Sans feu ni lieu, complète cette série que personnellement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lire du Fred Vargas, c'est donc entrer dans un monde où l'on se surprend à guetter le retour de ces héros cabossés, à s'attacher à leurs obsessions, à leurs addictions, à leurs doutes, à leurs petites manies plus ou moins répréhensibles. Lire Fred Vargas, c'est accepter de se laisser porter par une écriture qui mêle érudition et fantaisie, gravité et tendresse, et qui fait de chaque roman une œuvre unique, mais aussi une œuvre en réseau reliée aux autres par une invisible toile d'araignée, toile de recluse. Impossible, une fois entré dans cet univers, de ne pas vouloir y revenir pour retrouver à chaque nouvelle enquête le plaisir d'une rencontre et la promesse d'un mystère et d'un plaisir renouvelé. Le style de Fred Vargas est immédiatement reconnaissable. Elle revendique, je voulais dire d'introduction, le terme de rom-pol, contraction de roman policier, et oui, il fallait y penser, mais son écriture va bien au-delà du simple respect du code des genres. Son univers est qualifié de nocturne plutôt que de noir. Il plonge le lecteur dans une atmosphère onirique, brumeuse, à la limite du merveilleux. Les dialogues sont souvent lunaires, et moi j'adore parce qu'elle sait jouer avec les mots. Il regorge d'incompréhension, d'intimité, d'innovation langagière. Ils immergent le lecteur dans une réalité complètement décalée et poétique. C'est vraiment du roman de divertissement au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui nous divertit, qui nous écarte du chemin connu. Concrètement, le rom-pol de Vargas se caractérise par une écriture poétique. C'est très agréable à lire. Il y a des descriptions qui sont très poétiques, mais parfois aussi même abstraites, mais ça passe toujours très bien. On ne nous perd pas. De l'humour, alors singulier, c'est pas l'humour de tout le monde, qui teinte chaque nouvelle enquête d'une atmosphère à la fois, on l'a dit tout à l'heure, nocturne, donc onirique, loin de la noirceur pégueuse, comme on dit chez moi, réaliste et habituelle du genre. Même au cœur du plus noir, même au cœur du plus sombre, on ne peut s'empêcher de lire Vargas avec un petit sourire aux lèvres. Enfin, le rom-pol se distingue du roman noir traditionnel par son refus de l'ancrage social ou politique trop marqué, préférant explorer une France intemporelle, peuplée de figures, de rites anciens, où la violence est souvent suggérée, presque hors champ, si vous me permettez cette comparaison cinématographique, et où l'élucidation du crime s'accompagne souvent, voire toujours, d'une quête existentielle et symbolique. En résumé, le rom-pol de Fred Vargas, c'est un polar qui se lit comme un rêve éveillé, un mélange inclassable de poésie, de merveilleux, de suspense, d'humanité, qui renouvelle en profondeur l'expérience du roman policier contemporain. Elle accorde une place centrale au mythe, au rite et à l'animalité, en héritage direct, vous me direz, avec sa formation d'archéozoologue médiéviste. Dans L'Armée furieuse, par exemple, Fred Vargas s'appuie sur une légende médiévale normande, celle d'une armée de spectres, la Ménie et le Quin, censée venir chercher les âmes des criminels pour les punir. L'apparition de cette armée dans un village ranime les peurs ancestrales et bouleverse la communauté, poussant le commissaire Adamsberg et son équipe à démêler le vrai du faux de ce mythe terrifiant. Dans
part vite et revient tard, c'est la peur de la peste noire qui ressurgit dans le Paris moderne et contemporain, à travers des signes mystérieux peints sur les portes et les messages apocalyptiques qui réveillent la mémoire d'une épidémie qui a marqué tout l'imaginaire occidental. Sous les vents de Neptune, convoque la figure du tueur au trident, une sorte de monstre mythique qui semble agir par-delà la mort et les frontières et qui brouille les pistes entre réalité et légende. Un lieu incertain s'aventure sur les traces des vampires, évidemment j'ai aimé, et des superstitions d'Europe de l'Est, mêlant l'enquête policière à des croyances folkloriques autour de la mort et de l'au-delà. Quand sort La Recluse, Fred Vargas appuie sur une peur ancestrale double, celle des araignées, et en particulier celle de la recluse, réputée très dangereuse en Europe et en France, et elle mêle cette croyance sombre à une légende liée à un orphelinat où des enfants utilisaient ces morsures comme armes en créant un mythe de cruauté et de vengeance. Le roman explore ainsi la frontière entre les peurs populaires, la mémoire collective, la déformation des faux souvenirs hantés par les croyances et la réalité en faisant de la recluse le symbole d'un mystère à la fois scientifique et zoologique, mais aussi humain et spirituel. Tous ces éléments folkloriques, mythiques, servent de moteur narratif, mais ils sont systématiquement déconstruits par la raison et l'enquête. Fred Vargas n'écrit pas du polar ésotérique ou du polar fantastique. Les enquêtes de Fred Vargas démythifient les légendes et les superstitions en les plaçant d'abord au centre de l'intrigue, puis en les soumettant à l'épreuve du réel et de la raison. Les croyances populaires, les peurs ancestrales ou les phénomènes mystérieux sont ainsi récupérés, transformés, mis à distance par le processus même de l'enquête policière. Concrètement, le commissaire Adamsberg et ses acolytes abordent ces mythes avec une curiosité mêlée de scepticisme. Au fil de l'investigation, les indices, parfois absurdes, parfois dérisoires, parfois très importants, sont analysés, disséqués, discutés, souvent tournés en dérision, ce qui permet de dévoiler leur part de fantasme et d'irrationnel. Souvent, on joue avec les codes du genre en soulignant les tentations de croire à l'extraordinaire. C'est facile de se dire c'est inexplicable, c'est le destin, etc. Tout en montrant que derrière chaque légende se cache un fait réel, une explication humaine, sociale ou psychologique qui rend acceptable l'intolérable. Cette démarche ne vise jamais, cependant, et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Fred Vargas, à ridiculiser les croyances ou ceux qui y croient. Mais ils en révèlent la construction, ils en montrent les influences sur les comportements et ils montrent comment on peut instaurer une distance critique tout en respectant les croyances et les superstitions des gens. Au terme, l'enquête montre que le merveilleux s'efface toujours devant la logique, sans pour autant perdre sa fonction poétique ou symbolique dans l'univers du roman, mais aussi sa fonction fédératrice et constructive d'une société. Les personnages sont l'autre grande force de Fred Vargas. Adamsberg, on en a parlé souvent, commissaire intuitif et rêveur, forme un duo emblématique avec Danglars, encyclopédiste rationnel. Cette opposition entre intuition et savoir, observation, analyse, structure la dynamique de l'enquête et reflète la tension perpétuelle qui existe entre l'imaginaire et la rationalité qui traverse toute l'œuvre. Les pas de côté, la divagation et la force du détail sont érigés chez elle en principe narratif
tout bon chercheur sait que c'est dans la divagation de l'esprit et dans le détail que souvent on trouve la solution à ce qu'on cherche. Danglars, le premier adjoint, est l'exact contrepoint d'Adamsberg. Méthodique, cartésien, doué d'une culture encyclopédique impressionnante, il s'appuie sur les faits, sur la rigueur scientifique pour avancer. Divorcé, père de 5 enfants qu'il élève seul, il porte aussi en lui des singularités et surtout des fragilités comme sa lutte permanente contre l'alcoolisme qui l'humanise et qui font de ce personnage rigoureux et un peu froid, un peu guindé, un personnage extrêmement attachant, extrêmement humain. Malgré ses doutes face aux méthodes un peu intuitives d'Adamsberg, Danglars lui reste toujours systématiquement fidèle. Leur relation oscille entre scepticisme et respect mutuel, ce qui crée une tension narrative riche et souvent teintée d'humour, mais toujours beaucoup de respect et d'affection entre les deux. Violette Retencourt. Alors, quant à elle, c'est une lieutenante à la stature imposante et à l'énergie débordante, surnommée la déesse de la brigade par Adamsberg himself. Elle est appréciée pour sa force de caractère, son efficacité. Elle est capable de gérer les situations les plus difficiles avec une détermination toute flegmatique et tranquille. Retencourt incarne chez Vargas la figure féminine forte, à la fois protectrice et discrète, qui soutient le commissaire dans les moments cruciaux sans jamais faillir dans sa loyauté. Son personnage a d'ailleurs inspiré le célèbre capitaine Marlowe de la télévision, mais en bien moins vulgaire et en bien moins maritorne. Chaque personne, d'ailleurs j'adore le prénom Violette parce que la petite Violette toute fragile et Violette Retencourt, c'est vraiment une onomastique très intéressante. Chaque personnage chez Vargas, même secondaire, bénéficie d'une véritable épaisseur psychologique et ça j'adore. Mathilde Forestier, dans L'homme au cercle bleu, en est un exemple absolument marquant. Brillante océanographe, excentrique et solitaire, elle intrigue par ses contradictions et sa quête des liens humains, tout en enrichissant la réflexion sur la solitude, sur la nécessité du besoin de connexion avec autrui. Danglars, on l'a vu, Mathilde Forestier, tous les personnages qui gravitent autour du protagoniste ont aussi leurs blessures intimes, leurs luttes personnelles et leurs obsessions et donnent à l'ensemble une dimension humaine rare dans un roman policier et on s'attache à eux parce qu'ils nous semblent crédibles et ils nous renvoient beaucoup de choses. Sur le plan des influences de Fred Vargas, cette dernière revendique l'héritage du roman gothique, bien évidemment. Alors pourquoi j'aime Vargas? Un point d'interrogation. L'héritage du roman gothique, du conte médiéval, puisqu'elle est médiéviste, et donc de cette structure chargée d'oralité. Il y a beaucoup de dialogues chez Vargas, et ce qui notamment rend vivant. Bien évidemment aussi l'héritage du polar classique dont elle est une grande lectrice. Mais elle s'en affranchit par son écriture singulière et une attention constante portée à la psychologie et à l'humanité de ses personnages, vous l'aurez compris, je l'ai dit et redit. L'évolution de son œuvre à travers les décennies de 1986 à 2023 se manifeste par une complexification progressive des intrigues, une exploration poussée des failles intimes des enquêteurs et une ouverture vers des problématiques contemporaines, notamment sur les derniers ouvrages écologiques et sociaux que l'on va retrouver notamment dans Sur la dalle. Troisième partie, nous allons maintenant parler de ses adaptations qui ont été nombreuses et de son actualité. En parallèle à ses romans, Fred Vargas
je vous l'ai dit, est une chercheuse du CNRS, mais elle a aussi produit toute une œuvre théorique, notamment dans le cadre de l'archéozoologie, avec des publications issues de sa thèse et de ses recherches pendant ces 15 années dans le haut lieu de la recherche française. Elle a également publié des essais, dont un que je vous recommande, Petit traité de toute vérité sur l'existence, en 2001. Dans lequel transparaît son goût pour la relation existentielle et la distanciation ironique. C'est un vrai petit bijou. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, si vous avez envie de lire un essai de Vargas, vous pouvez lire celui-ci. L'impact de Fred Vargas ne se limite pas à la littérature. On notera Les 4 fleuves en 2000, Coule la Seine en 2002, nouvelles et bandes dessinées en collaboration avec Edmond Baudouin. Du côté du cinéma, vous l'avez entendu tout à l'heure, on en a parlé, Pars vite et reviens tard, porté en 2007 par Régis Barnier avec José Garcia dans le rôle principal. Magnifique adaptation. Ce film transpose avec brio l'atmosphère singulière des romans de Vargas, où la menace de la peste ressurgit dans le Paris contemporain, on l'a vu, tout en conservant cette ambiance mystérieuse et poétique du roman. C'est une adaptation magistrale. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande vivement. Mais c'est surtout à la télévision que l'œuvre de Fred Vargas s'est imposée, notamment grâce à une série de téléfilms qui s'est appelée, attention roulement de tambour, la collection Fred Vargas. Allez chercher loin celui-là, réalisée par José Dayan, célèbre adaptatrice qui a fait les Misérables, Monte Cristo, etc. Et qui a été diffusée sur France 2, sur France Télévisions, donc à partir de 2007. Cette collection comporte 9 épisodes de 90 minutes, chacun adapté d'un roman ou d'une nouvelle qui met en scène le commissaire Adamsberg et son équipe. Jean-Hugues Anglade adapte de manière, mais alors absolument idoine, le commissaire lunaire. Je trouve que il est absolument génial dans cette interprétation. Et il est entouré d'un casting remarquable. Jacques Spessier, que j'aime beaucoup, qui incarne Danglars, mais aussi Hélène Filière et Corinne Maziero notamment. Et on retrouve dans chaque épisode cette ambiance propre, les dialogues ciselés, l'étrangeté qui est propre à cet univers vargasien. La série adapte notamment L'homme au cercle bleu, L'homme à l'envers, Sous les vents de Neptune, Un lieu incertain, Quand sort la recluse, alors qui est là aussi mon adaptation préférée, mais les autres sont très très bien aussi. Et sur la dalle, mais celui-là je ne peux pas encore vous en parler parce que j'avoue humblement je n'ai pas eu le temps de le regarder. Sur la dalle, l'adaptation a été remaniée puisque ce n'est plus Anglade qui joue Adamsberg, mais Yvan Attal, et je pense que ça va lui aller très très bien. Et c'est sous la direction de Emmanuel Carrière et de José Dayan. Emmanuel Carrière ayant été choisi pour l'adaptation, je vais y arriver, du scénario pour ses qualités éminemment littéraires et sa bonne connaissance de l'œuvre de Vargas. Donc ces téléfilms sont salués pour leur fidélité à l'esprit des romans de Vargas et replonge le spectateur dans le quotidien de cette brigade criminelle un peu atypique entre intuition, digression poétique et énigme aux frontières du rationnel et du merveilleux. Alors Fred Vargas, sur ses adaptations, elle accorde sa confiance absolue aux équipes d'adaptation et elle ne s'implique absolument pas dans le processus créatif. Elle n'a d'ailleurs jamais exprimé publiquement de critiques majeures, ni bonnes ni mauvaises, à l'égard de ses adaptations. Mais elle laisse entendre qu'elle préfère garder une certaine distance, confiant son univers à d'autres créateurs tant que son esprit n'est pas trahi et que l'essentiel de son atmosphère et de la profondeur de ses personnages est respecté.
Ces adaptations sont donc réalisées en totale autonomie artistique, avec son aval, mais sans son intervention directe. Grâce à ces téléfilms notamment et à 2 adaptations cinématographiques, l'univers de Fred Vargas a su séduire un public encore plus large, un public pas forcément de lecteurs, et qui a confirmé la force de ses personnages et la puissance de son imaginaire capable de traverser les supports sans perdre ni leur originalité ni leur humanité. Pour conclure donc sur ce grand auteur que j'aime énormément, je vous dirais que lire Fred Vargas, c'est bien plus que s'offrir un moment avec un simple polar. C'est pénétrer dans un univers littéraire totalement singulier où l'enquête devient une aventure poétique, un jeu subtil entre le réel et l'imaginaire. Ce qui distingue Vargas de ses contemporains, c'est d'abord la qualité inimitable de son écriture. Une langue précise, ciselée, teintée d'humour et de poésie qui donne à chaque page une couleur unique et une profondeur rare. Les dialogues, nombreux, je vous l'ai dit, sont parfois lunaires et regorgent d'inventions linguistiques, d'intimité et immerge le lecteur dans des scènes où l'étrange finalement va devenir familier. Vargas renouvelle le roman policier en y insufflant une dimension onirique et philosophique. Ses intrigues sont toujours originales, traversées par des légendes, des peurs collectives, des croyances populaires, des imaginaires collectifs que l'enquête vient patiemment déconstruire. Loin du réalisme noir ou du simple suspense de ses contemporains, Fred Vargas propose des fables modernes où le crime n'est qu'un prétexte à sonder l'âme humaine, à questionner les frontières, à questionner la rationalité et à questionner l'irrationnel. Cette capacité à mêler le trivial et le fantastique, à faire vaciller nos certitudes sur un simple mot, confère à ces romans une aura de conte, une invitation à la suspension de l'incrédulité. Mais la véritable force de Fred Vargas réside dans ses personnages qui forment une galerie de figures profondément humaines, attachantes, excentriques, déconcertantes, crédibles, qui évoluent d'un livre à l'autre et deviennent de véritables compagnons de lecture. Leurs failles, leurs obsessions, leur humanité donnent chair et âme à chaque enquête, bien au-delà des simples ressorts du genre. Enfin, lire Vargas, c'est accepter de se laisser surprendre par la richesse de l'intrigue, la subtilité des indices, la beauté de la langue, mais aussi par cette capacité rare à faire dialoguer le passé et le présent, la science et la superstition, la raison et le rêve. Fred Vargas s'impose ainsi comme créatrice d'un monde, de plusieurs mondes, une conteuse moderne qui a su renouveler le polar français avec audace, avec élégance, et donc chaque roman est une promesse d'évasion, de réflexion et d'émerveillement. J'espère, lors de cette petite demi-heure passée ensemble, que je vous aurai donné envie de découvrir Fred Vargas, puisque vous étiez nombreux à ne jamais l'avoir lu selon le sondage en story, ou alors à la redécouvrir, ou de pousser plus avant vos lectures. En tout cas, elle en vaut la peine.